déjà, faut juste poser la base. On était tous les deux avec des boulots qui nous plaisaient à fond avant de partir. On avait une très belle maison, on était hyper heureux surtout, donc on n'a pas fui quelque chose. Antoine, il avait un beau poste, il était directeur de région. Moi, j'étais chargée de mission dans le médico-social. Tout allait bien, mais on se sentait avec une soif plus grande, un désir plus grand. Avec peut-être chez Antoine, lui quand même un besoin de donner du sens à son travail. Donc là, on est dans le thème. Il était dans un gros groupe où plus ça allait, plus en termes de management, la pression financière est vraiment mise, donc on est avec des tableaux Excel, de la rentabilité, de la rentabilité, de la rentabilité, et lui qui était le directeur régional qui devait justement manager ses hommes, un coup on embauche, un coup on débauche, donc c'est vrai que ça fait des problématiques aussi importantes. Lui-même se faisant débaucher pour aller à Paris, et là, dans notre réflexion aussi un peu en couple, alors que l'appel à la mission se faisait fort dans notre cœur, on se dit, tiens, Antoine me dit, c'est fou, quand dans cette boîte, j'ai l'impression qu'au fur et à mesure, je dois me lâcher moi-même pour être celui qui correspond à la boîte. Donc ça faisait un moment qu'il commençait à sentir la rupture avec l'entreprise. Mais là, on s'est dit, bon, ben voilà, peut-être que ça, c'est pas sain, on irait vers un burn-out, on n'en sait rien. Mais effectivement, le fait d'avoir à vraiment se lâcher à ce point-là pour correspondre à la boîte, ben, ça mérite réflexion. Donc c'est là où on a été vers une rupture conventionnelle. Et finalement, on s'est ouvert à la mission et la Providence s'en est chargée. En 15 jours, on avait notre mission. Donc voilà, voilà pour Antoine. Ce besoin de sens, pour moi, c'était pas vraiment le besoin de sens, étant donné que j'avais déjà un métier, quoi, tout ce que j'avais fait comme mission avant, c'était vraiment à chaque fois porteur de sens. Donc très nourrissant, très concret aussi en termes d'action. Tout de suite, je voyais l'effet. Je travaille autour de l'homme, donc forcément aussi, c'est très agréable comme milieu professionnel. En revanche, je sentais plus un désir d'unifier toujours plus ma vie, que ma foi soit vraiment aussi au cœur de ce qui m'anime. Et un fort désir aussi pour nos enfants de leur transmettre nos valeurs, mais il n'y a rien de mieux que de le transmettre pas en disant il faut faire ci, ça, ça, mais vraiment en le vivant, et en le vivant de manière assez radicale, parce qu'on a quand même tous les deux lâché notre travail pour partir à l'autre bout du monde, pour aller servir le plus pauvre. Donc voilà, et puis c'est vrai que tout ça, il y a eu beaucoup de réflexions humaines, hein. On ne voulait pas se mettre en difficulté, on avait 4 enfants, on a conscience de notre responsabilité aussi. Et en même temps, en parallèle, parce qu'il y a toujours l'humain et le spirituel qui travaillent ensemble, on s'était donné une année de retraite aussi en couple, où on remettait le Christ au cœur de notre vie. Et là, en fait, alors qu'on n'a pas spécialement échangé dessus, mais à la fin de l'année, quand on fait le bilan tous les deux, on se dit c'est fou, ce désir a évolué de la même façon dans notre cœur à tous les deux, on ne peut pas ne pas l'entendre, et au moins le considérer un peu. Donc il y avait aussi ce vrai désir de pouvoir laisser aussi une place au Seigneur qui puisse agir dans notre vie. Donc on part quand même avec un fort besoin de sens, d'unifier notre vie, très rapidement, très nourri par le sens, surtout pour Antoine qui lui avant vendait des pelleteuses, donc forcément bon, c'est sympa, hein, c'est génial pour un mec, en plus il a 4 filles, donc ça c'est des trous, il y a plein de garçons ici, ils savent que les pelleteuses c'est sympa. Là forcément très vite un sens qui revient tout de suite, déjà faire vivre une ONG. Donc peut-être vous présenter notre mission, qu'est-ce que c'était. On était au Cambodge, à Phnom Penh, donc la capitale, pour Enfants du Mékong. C'est une ONG qui en fait travaille sur la pauvreté, la sortie de la pauvreté par l'éducation, en aidant les enfants à aller à l'école et en partant du principe que par l'instruction et par l'éducation, cet enfant pourra sortir après sa famille de la pauvreté. Donc ça, c'est la mission de l'ONG. Et nous, à Phnom Penh, on avait un gros centre étudiant. On avait 170 étudiants qui étaient un peu ceux qui vraiment avaient des capacités intellectuelles et pouvaient aller poursuivre des études de licence en 4 ans, en fait, dans les meilleures universités de Phnom Penh, donc potentiellement pour les meilleurs postes du pays aussi derrière. Et ils sont issus d'une cabane au fond d'une rizière avec une pauvreté maximale, quoi. Vraiment, ça, c'était notre indicateur à chaque fois, c'était la pauvreté vraiment très marquée. Et donc, en plus de cette bourse d'études qui leur permettait de suivre les cours à l'université, Enfants du Mékong propose en fait un cadre de vie avec des foyers de vie
On a des promos de 40 étudiants avec 20 garçons, 20 filles. Plein de règles de vie qui sont posées, qui sont exigeantes, hein, qui sont vraiment orientées vers le travail et en même temps vers un équilibre de vie. Il y a aussi plein de fêtes, il y a plein de sorties culturelles et sportives, mais tout ça à chaque fois dans un certain cadre avec certaines règles, pas d'alcool, pas mal de choses. Et en plus de leurs cours à l'université, ils suivaient chez nous un master de ce qu'on appelait de True Leadership. L'idée étant que le véritable leadership, c'est vraiment l'idée, c'est de se connaître, savoir quels sont nos talents, donc de leur donner l'occasion de se connaître et de plus développer le développement personnel finalement, et de pouvoir leur donner des occasions d'exprimer leurs talents et aussi de mieux connaître le monde qui les entourait. Et à partir de là, on part du principe qu'un talent qu'on donne, c'est un talent qui grandit, et plus ça va, plus en fait on a le leadership qui vient, et c'est vraiment ça le leadership, quoi. Donc ça, on insistait parce que quand ils entendaient leadership, là-bas ils adorent tout ce qui est les revues sur le management, c'est top. Ils se voyaient déjà haranguer les foules et tout, et on disait non, c'est pas forcément ça. C'est pas forcément ça le leadership. Donc très intéressant parce que du coup, une occasion de les rencontrer vraiment. Donc là, le sens, on l'avait. Et pour la petite histoire, c'est marrant parce que quand on s'est connus avec Antoine, on s'est connus dans un organisme de formation, entre autres, mais où justement on était un peu dans cette dynamique de réflexion, d'approfondissement, un peu ce que vous faites ce soir. Et ça nous a amusé quand on a reçu cette mission de voir qu'on était appelé à redonner ce qu'on avait nous aussi reçu et ce qui nous avait construit. Donc voilà, c'est 170 étudiants, donc développement perso, ouverture au monde, des connaissances sur le monde qui les entoure et des compétences professionnelles aussi qu'on leur donne. Tout ça dans vraiment un climat extrêmement familial et chaleureux. Et on avait aussi une maternelle avec 42 petits loulous qui arrivaient tous les jours en uniforme impeccable alors qu'ils arrivaient des bidonvilles. Ils étaient à croquer. Et eux, l'idée, notre mission, c'était vraiment d'éveiller leur intelligence, de leur donner la soif d'apprendre pour les mettre en réussite scolaire après et de continuer de les accompagner par la suite. Et en plus, on avait aussi une équipe sociale et on accompagnait à peu près 250 familles autour de Phnom Penh. Donc là aussi, plutôt pauvreté de ville. Et un gros projet social qui était à développer pour essayer de faire en sorte que les familles qui étaient le plus dans la misère viennent vers une simple pauvreté que l'AEDM, Enfants du Mékong, savait accompagner. Donc voilà, tout ça on ne l'a pas fait seul, on avait 17 staffs, donc on était vraiment au cœur du pays, on a rencontré le pays de l'intérieur, on a créé des amitiés absolument incroyables aussi. Et puis on a aussi touché du doigt, ce qu'on a trouvé très beau, c'était de toucher du doigt l'universalité de l'Église, parce que l'ONG est vraiment chrétienne, est vraiment sur une base chrétienne et un regard sur l'homme qui est vraiment l'anthropologie de l'Église. Et ce qu'on venait proposer, on a proposé des cours de philo, c'était qu'est-ce que le bonheur, comment pratiquer les vertus, et c'était ce que les jeunes préféraient. Ça leur parlait au cœur, c'était assez impressionnant. Alors qu'à côté de ça, sur d'autres détails, où je me disais, bon, ben tiens, là, pour moi, c'est tout homme fonctionne comme ça, et je touchais du doigt vraiment que là, non, il y avait une vraie différence culturelle, et que moi, j'étais avec ma représentation de ma culture, voilà. Mais on a vraiment pu aussi voir, de nos yeux, vraiment l'universalité de l'homme aussi sur beaucoup d'aspects. Donc voilà un petit peu pour le cœur de notre mission, c'était ça. Donc effectivement là-dessus, voilà, le sens, ben, on l'a rapidement, parce qu'on est pareil sur l'humain, donc une décision qu'on prend, ben, elle a une répercussion très vite, on la voit. Et puis les Khmers, c'est un pays incroyable, c'est le pays du sourire, donc en plus de ça, vous voyez des gens dans une misère pas possible, mais ils vous apprennent la vie tellement, mais il y a une capacité de rebond, voilà, un désir de se dire que tout ce qui sort d'eux doit être bon. Et donc, du coup, ça aussi, ça fait vraiment réfléchir. Ils nous ont énormément fait grandir. Et puis, beaucoup de sens aussi pour notre famille de vivre tout ça. C'était pas tous les jours facile, mais on sait aussi combien ça l'a fédéré, combien c'est une aventure qu'on a vécue vraiment avec les filles. Quand bien même elles allaient dans une école internationale, elles avaient vraiment leur vie à elles. Mais néanmoins, on a partagé plein de temps aussi avec elles. Elles ont créé des liens aussi avec nos étudiants. On sait que ça les a façonnées aussi. Donc voilà, donc, le sens qui arrive très vite, finalement, qui nous nourrit très vite. Et donc, finalement aussi, on a vite compris qu'on a été un peu invité à aller plus loin que juste de bosser pour un projet qui avait du sens. Et du coup, pour avoir du sens, on se dit, tiens, c'est intéressant, c'est aussi faire l'expérience de la gratuité.
Nous, on arrive avec un désir de nous donner, on a le cœur qui fait boum boum, on les voit, on a comme ça complètement, on se dit mais voilà, quoi, c'est pour eux, on les rencontre enfin. Mais eux, ils nous ont rien demandé, quoi. Ils n'ont rien demandé à personne, ils ont envie d'étudier. Et donc, ils nous invitent à rentrer aussi dans cette indifférence du don aussi, de ne pas venir trop chargé d'émotions non plus. Et puis aussi, c'est une expérience où on s'aime, mais autant dans nos boulots, avant, on est sans arrêt à se poser des indicateurs, on est dans la performance. Là, par définition, en plus, c'est l'éducation. Donc nous, on n'est pas du tout des éducateurs à part le fait d'avoir 4 filles, mais sinon, on n'est pas du tout des professionnels de l'éducation, je dirais. Mais là, il n'y a pas spécialement d'indicateurs possibles. Et on sait que c'est aussi ne pas chercher à voir des fruits. Et qu'on sait que c'était le témoignage de notre couple. Pour eux, c'est aussi important de voir cette façon d'être en couple quand 80% des mariages khmers sont des mariages arrangés. La façon de nous voir père et mère de nos enfants. En tout cas, à la fin, c'est vraiment les retours qu'on a eus des étudiants. On a vu combien on les a touchés là-dessus. Donc nous, on arrive avec un désir de performance, de dire ouais, ce projet, je l'ai hyper bien mené. Et eux, ils vous disent j'ai adoré de voir être la mère de tes enfants. Et là, tu te dis ah ouais, génial. Et en fait, bon voilà. Donc ça aussi, c'est hyper intéressant de voir et de pouvoir toucher du doigt le fait de la gratuité totale du don. Et d'accepter de ne pas forcément voir les fruits de notre travail. Antoine parlait de pile de pont. Il a compris ça à un moment donné en disant en fait je suis qu'une pile de pont. C'est pas spécialement beau une pile de pont, c'est pas intéressant, personne s'en rend compte parce qu'il passe sur le pont et en même temps il n'y a pas de pile de pont, il n'y a pas de possibilité de passer au-dessus de la rivière aussi. Donc c'est un peu l'image qui se venait, mais qui est intéressante. Voilà, très vite aussi c'est affronter les difficultés. C'est sûr que voilà, on a eu des vrais problèmes de santé. Le pays, il est canon, on l'adore, mais il n'empêche que c'est un pays tropical et que notre corps n'est pas du tout habitué. Moi, de remettre des pulls, mais c'est ma joie, parce que d'avoir chaud pendant tout le temps, c'est insupportable. Une humidité à 80 degrés, du bruit absolument tout le temps, beaucoup de saleté, des conditions de vie où il n'y a pas spécialement d'art de vivre. On est à 4 pattes sur une natte et on mange comme ça à côté d'une voiture qui est en train de tourner, quoi. Vraiment des choses qui, en termes de culture, moi j'étais vite en limite aussi. Des forces qui nous quittent très vite parce qu'on dort beaucoup moins bien. Donc ça va quand on est 3 semaines, c'est top, c'est génial. Mais au bout de 3 semaines, on se dit ouais, en fait, là il va falloir tenir 2 ans dans la durée. Je dors plutôt le matin, là, à 5h30, il y a un tel vacarme que c'est plus possible aussi. Donc on est vite, nous aussi, confrontés à nos propres limites et à devoir les dépasser et les offrir, en fait, et travailler à partir de ça. Et puis, du coup, c'était un chemin de simplification assez radical, parce que c'est sûr, ça nous a coûté, mais c'est sûr qu'on n'aurait pas pu rencontrer ce pays et ce peuple de l'intérieur si nous-mêmes, on vivait... comme des expats avec une super baraque et une piscine. C'était top d'aller chez eux, mais ce n'était pas nos conditions de vie, quoi. Donc, du coup, c'était aussi ça. Et dans cet environnement-là, c'était aussi... et c'est marrant parce qu'on échangeait avec les autres qui étaient partis en mission. C'était souvent d'être confronté en disant ouais, j'arrive, j'ai envie de donner plein de choses, je vois bien, je me vois hyper bien dans la mission, et en fait très très vite on se rend compte qu'on devient complètement dépendant des Khmers, qu'on n'y comprend rien cette façon de faire, qu'il faut se nourrir mais on ne sait même pas où aller. Et du coup c'est aussi faire l'expérience de s'accepter pauvre, plein de limites, et de travailler à partir de ça. Et tout ça, en fait, ça nous a invités à aller chercher un sens un peu plus caché que le sens premier de se dire ouais, j'ai été dans un bidonville, on a reconstruit des maisons, ouais, génial, là c'est visible, quoi. Mais d'aller chercher un sens plus caché. Alors nous, qu'on a vraiment vécu là-bas, surtout quand on était au bas du bas, quand on venait d'avoir 5 dingues en 2 mois et qu'on était épuisés parce qu'on avait une charge de travail énorme. Là, on s'est vraiment posé même la question de rentrer en se disant tiens, est-ce que c'est juste d'être fatigué comme ça à ce point-là? Est-ce qu'on peut mener des actions concrètes qui vont nous aider à vraiment nous reposer? Et dans ces moments-là, en fait, on s'est aussi à chaque fois dit tiens, on est venu aussi, on était appelés, quoi. Et donc, c'est de se recentrer sur l'Évangile aussi. Et on sait que c'est par la vie sacramentelle, par les temps d'adoration, qu'on a vraiment pu, en fait, qu'à partir du moment où on est rentré dans cette dynamique aussi, les choses se sont vraiment apaisées et on y a trouvé des forces. Et du coup, on a vraiment pu faire l'expérience de la phrase de Saint Paul là, qui dit que quand on est faible, c'est alors qu'on est fort. C'était intéressant
Là, c'était une volontaire avec qui on était, qui manquait vraiment de confiance en elle et ils étaient 5 enfants de 4 mamans différentes. Donc elle nous disait, vous êtes le premier couple référent que je vois. Donc c'était très fort pour elle. Et du coup, même la prise de parole en public devant tous nos jeunes, tout ça, ça lui demandait un super effort. Et au moment de partir, un étudiant avec qui elle n'avait jamais parlé vient la voir et lui disant écoute, je voudrais te remercier parce que t'es vraiment la fille pour moi qui a tellement confiance en toi, mais tu m'as donné confiance en moi toute l'année. Et elle en était profondément retournée en train de se dire c'est fou, c'est mon point de fragilité et c'est quand même là où je lui ai donné. Et il y a vraiment quelque chose de ça aussi et qu'on a vraiment appris là-bas, mais je pense qu'on peut le vivre ici. C'est de se dire on est dans une société de la performance, on nous montre le stylo rouge pour nous montrer nos fautes un peu tout le temps, mais on peut les accueillir, quoi. Nos faiblesses, il ne faut pas en avoir peur. On peut travailler à partir de ça. On peut aussi les offrir, il en sortira beaucoup de choses. Donc voilà. Ouais, et de vivre aussi comme ça de l'évangile, ce qu'on se redisait aussi avec Antoine, c'était qu'on n'avait pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour vivre ça. Ça peut se vivre dans un canapé, en fait. Parce que c'est pas dans le faire, c'est vraiment dans le cœur. C'est à un moment donné, c'est dans l'être. C'est comment j'accueille les choses, comment je vis les situations. Donc on est vraiment dans l'être. On n'est pas du tout dans qu'est-ce que je fais, encore une fois. Oui, après aussi, c'était intéressant, c'était de voir que Antoine, surtout lui, en fait, qui était avec ce besoin de sens, plus en fait on était éprouvé face à des difficultés, et plus il a compris qu'en fait, il fallait lâcher la question du pourquoi, mais de la remplacer par comment. Pourquoi on a besoin de galérer comme ça? Et pourquoi? Moi, ma grande question, c'était, non mais moi, mon métier, il avait du sens. On avait des conditions de vie qui étaient nickel, les filles allaient bien. Là, on se retrouve à l'autre bout du monde. Moi, mes décisions, j'avais beaucoup à les prendre autour d'une table de réunion. Et alors, je me faisais du bien de temps en temps à aller quand même dans les bidonvilles, histoire de concrètement venir aussi un peu rencontrer les gens. Mais c'est vrai que j'étais vraiment dans beaucoup de coordination, travailler avec les équipes pour apprendre à réfléchir et tout ça. Et du coup, j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais, quoi? En gros, je suis complètement naze. Je pars, je donne des conditions de merde à mes enfants. Et voilà. Donc forcément, ce truc-là, pourquoi ça vient mettre la colère, ça vient un moment de remettre en question ce pourquoi on est parti. C'est pas hyper intéressant. Et on a vite compris qu'il fallait qu'il y a un moment donné, il faut plus se poser la question du sens, parce que le sens, encore une fois, ne vient plus visible. En fait, ce qui au début nous émouvait, devient notre simple quotidien. Alors c'est vrai que quand il y a des expats ou des gens qui passaient, ils disaient c'est quand même dingue ce que vous vivez, et en fait on se rendait même plus compte. En fait, c'était devenu notre quotidien. Donc le sens n'est plus forcément visible, et du coup il faut plus se poser la question de pourquoi. En fait, ça y est, j'ai pris cette décision, on a été appelé. Maintenant, c'est comment je vais vivre tout ça, ce quotidien. Moi, je me souviens d'un moment où j'étais fumasse, ça se passait pas du tout comme je voulais, avec le siège qui, je sais plus pourquoi, on n'était pas sur la même longueur d'onde, je sais pas quoi. Je raccroche d'un Skype, j'étais super énervée, je devais descendre pour aller chercher les enfants parce que bien sûr, il y avait eu le tuk-tuk qui n'était pas venu, je sais pas quoi. Donc vraiment, ça prenait l'autre partout, rien ne se passait comme j'avais imaginé. Et j'étais prête à sortir, mais j'avais le visage hyper fermé, j'en ai eu conscience, et je me suis dit, attends Camille, stop, ça se passe pas comme tu veux, mais tu es venue ici pour aimer ces jeunes. Si tu traverses ce centre au moment où ils sont en train d'arriver en faisant la gueule, tu es passé à côté de ta mission. Du coup, je me suis dit, mon seul exercice, et là c'est vraiment une expérience de grande humilité, parce que tu dis, j'en suis là, j'en suis à devoir rester 5 minutes dans mon bureau pour me calmer et juste être capable de sortir en souriant, traverser le centre en souriant à ces jeunes. Et pas un faux sourire, un vrai, parce que là-bas, ils savent. Donc du coup, voilà. Et donc, du coup, c'est comment, nous, c'est vraiment, ce comment nous a ouvert vraiment à la grâce de Dieu aussi, à venir y puiser toute notre force, nous nourrir de ça et de le laisser aussi agir. Voilà. Et on se disait aussi dans les choses qui sont intéressantes aussi sans doute pour vous, c'est que on se faisait la réflexion, on se disait il y avait quand même quelque chose de très radical dans notre choix, on en avait bien conscience quand on le vivait, et que très souvent on pouvait ne pas être complètement compris en fait.
et du coup se sentir rejoint ni quoi que ce soit, et on se dit mais en fait être chrétien il y a quelque chose de ça quoi. On est dans le monde mais on n'est quand même pas du monde non plus, et c'est l'expérience, je pense même étudiant, vous en faites aussi l'expérience d'être comme vous êtes chrétien, il y a plein de choses que vous ne pouvez pas vivre comme des gens du monde. Et donc il y a aussi ce combat à mener aussi, en train de se dire c'est pas le pourquoi moi, purée, je suis baptisée, du coup je sais, oh là là, moi je peux pas, pourquoi, non, c'est pas pourquoi, c'est comment j'ai la chance d'être baptisée, voilà, c'est exigeant, c'est un chemin d'exigence, peut-être que là maintenant, dans l'instant, je perçois pas le sens, mais je sais que derrière, il y a vraiment une joie profonde qui est là, et puis une unité de vie. Voilà, après le retour, c'est vrai que le retour, on se disait aussi, tiens, quel est le sens finalement de ce qu'on a vécu. Là, c'est plus quel est le sens de notre travail, mais quel est le sens de ce qu'on a vécu. Donc là, toujours pareil, au premier regard, des choses très faciles. Fallait nous voir faire la danse de la joie autour du poulet frites avec les enfants. On leur donne un petit Suisse, elles n'en peuvent plus, c'est trop le bonheur. Le moindre truc qui nous émerveille, ça c'est sûr. Bon, après, voilà, on arrête de faire la danse. Déjà, on se rend compte que quand on sourit à tout le monde, on est un peu pris pour des ravis de la crèche. Là-bas, on se salue comme ça. On était un peu tout le temps avec nos réflexes. Là, on a compris qu'il fallait très, très vite se réadapter parce que les gens nous prenaient pour des tarés. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, il y a des choses qu'il a fallu lâcher, hein, c'est sûr. On n'est pas revenu avec l'Asie en nous. Mais après, pareil, je pense qu'il y a des fruits aussi cachés qu'on n'a pas fini de découvrir. On mesure combien on a un regard renouvelé sur notre pays aussi. Alors il y a eu beaucoup d'événements sociétaux qui se sont passés quand on n'était pas là, mais c'est vrai que voilà, toutes ces grèves, tous ces comportements nous surprennent énormément parce qu'on se dit c'est quand même fou, on a un pays dingue, il y a énormément d'entraide, il y a des choses qui sont prévues pour qu'un plus grand nombre en profite, mais on ne le voit même plus en fait, on est très gâtés. Et puis aussi toucher du doigt combien on n'est pas que riche de droits ni quoi que ce soit. On est aussi riche d'être dans une culture développée et du coup, depuis tout petit, ça nous développe, qu'on le veuille ou non. Moi, je me souviens dans une formation je dis de la finance, mais non, à la gestion, mais même pas de gestion, quoi. En gros, gestion de son portefeuille des 1 euro par jour ou $1 par jour. Et les familles, quand on revenait les voir, étaient « Ah, merci, merci ». Je disais « Mais pourquoi ils me disent merci tout le temps ?» Donc, je demande à ce qu'on m'explique un peu. Et en fait, ils disaient « Mais en fait, ils remercient du fait qu'on les ait aidés à se poser la question de comment prioriser leurs dépenses. Et leur donner à voir qu'il y avait des dépenses qui étaient quotidiennes et des dépenses qui étaient ponctuelles. Et que du coup, dans du quotidien, il fallait garder un peu d'argent pour pouvoir payer les dépenses ponctuelles. » Et ils en étaient là, en fait. On ne leur avait jamais expliqué. Ils avaient 35 ans, avec des enfants, mais dans une vie de bidonville tout le temps, où en fait on vit comme ça. Alors une culture aussi bouddhiste, où la roue tourne, on prend ce qui vient comme ça. Mais il n'empêche qu'en fait, ça a été l'illumination pour eux. Et je me dis, c'est fou, parce qu'en fait, nous, depuis tout petit, finalement, c'est des bases qu'on apprend, on ne s'en rend même pas compte. Mais on est aussi riche de nos connaissances et de tout ce qu'on nous a donné depuis tout petit à l'école. Et c'est ça aussi qu'il est bon de pouvoir redonner. Donc voilà, c'est sûr que le côté regard renouvelé sur le monde aussi, et du coup plein de gratitude pour tout ce qui nous est donné de vivre et tout ce que notre pays a de beau. Tu me disais qu'on avait jusqu'à quelle heure? Jusque je vois ce que je développe encore ou pas? 10 minutes. Après, peut-être aussi un autre point, moi qui était peut-être un peu mon combat pendant ces 3 ans maintenant, parce qu'on a pris la décision maintenant il y a 3 ans. Moi, j'étais en flip total de voir Antoine lâcher son travail. Autant moi, j'ai eu à beaucoup déménager, je reprenais, mais lui, c'était quand même un peu la sécurité pour la famille. Et de le voir partir là-dedans, il a 41, mais donc c'était autour de la quarantaine. Je me suis dit, en fait, c'est quoi? Est-ce qu'il y a derrière une crise de la quarantaine aussi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Donc j'étais vraiment en inquiétude de se dire, on part à l'autre bout du monde. En plus, on avait un petit pactole, mais qu'on a fini d'épuiser aussi pendant la mission. Donc on est avec des conditions, on se dit, on a quand même 4 enfants. Et c'est vrai que c'était vraiment une de mes inquiétudes. Alors Antoine, lui, hyper confiant, hyper optimiste, positif, voilà.
Donc je lui dis, bon, bah, très bien, on y va. Écoute, si tu as confiance à ce point-là, il me dit, ça sera différenciant pour la suite et tout ça. Mais je sais que moi, c'est vraiment une peur qui ne m'a pas quittée. Je savais qu'il fallait que je lutte contre ça pour ne pas être pessimiste et pas mettre Antoine en difficulté dans son retour. Mais c'était un combat. Et le retour, donc là, on était tous les deux quand même, on avait tous les deux lâché le boulot, donc tous les deux au chômage au retour. Et expérience de allez hop, c'est bon, on est reparti, on cherche, là maintenant il faut retrouver. Et il se trouve que là, Antoine commence aujourd'hui son premier jour de boulot, qu'on va pouvoir rester à Bordeaux, et que mercredi dernier, on ne savait même pas que ce boulot-là existait. Donc à la fin, finalement aussi, on se prend un peu une claque dans la figure. Moi, je me la prends bien, dans le sens où on a beau lire cette phrase, cherchez d'abord le royaume de Dieu, tout le reste vous sera donné en surcroît. Faire confiance jusque-là, c'est quand même pas forcément évident. Et voilà, moi je me dis, tiens, c'est aussi un peu la leçon que j'ai continué de prendre. Et son poste est top, il a continué d'avancer. Je veux dire, ça n'a pas été une rupture dans sa carrière, dans sa profession, parce que voilà, quoi, nous, c'est pas ce qu'on voulait non plus. Et lui est hyper heureux parce que cette expérience au Cambodge est venue vraiment aussi faire qu'on l'a choisi lui, pour lui, en tant que management. Et le but de sa mission, ça va être vraiment de remettre l'humain au cœur du management. Or, il partait avant avec un peu un conflit intérieur de se dire ras-le-bol de cette logique exclusivement financière qui, du coup, fait qu'on en perd du sens de ce qu'on fait. Et là, aujourd'hui, le travail qui lui est donné, mais vraiment donné, là, eh bien, c'est vraiment d'avoir un super poste encore, mais dans lequel voilà, il y trouve vraiment du sens, quoi. Donc ça, merci Seigneur, parce que franchement, on n'y serait pas arrivé tout seul, quoi. Ce qu'on se disait, ce qu'on a beaucoup dit aux étudiants aussi, par rapport à là, ce point que je viens de préciser, c'est finalement, c'est comme une invitation à lutter contre la possession de nos talents. De ne pas être dans un climat de peur, à vouloir les garder pour soi, mais que ce soit quelque chose qu'on s'entraîne par des petits exercices, parce que je pense que ce n'est pas naturel à les donner, en fait, de ne pas être dans une logique de oui, mais attends, je calcule pour moi avant, alors oui, d'accord, il faut faire les choses de manière raisonnée, on n'est pas parti comme des tarés non plus, mais de se dire, en fait, finalement, de savoir partager, eh bien, plus on partage, plus ça grandit, en fait, c'est comme l'amour. Donc, et je pense que vous qui êtes en train de vous construire en termes de personnalité, en termes d'études, en termes de plein de choses, n'ayez pas peur de partager ce que vous êtes. C'est aussi comme ça que vous finissez par vous apprendre à vous connaître, parce que les autres vous feront des retours qui vous permettront de grandir toujours plus aussi. Donc c'est vraiment un encouragement à aller dans ce sens. Voilà, nous on se disait que il y a quand même un constat, c'est qu'il faut aussi se poser la question du projet qui est proposé par la société. Voilà, un système financier qui peut être une fuite en avant, un désir de croissance en continu et qui épuise beaucoup de choses. Voilà, une sorte de fuite en avant de la science, un désir du pouvoir, de la connaissance aussi. Il n'y a pas que ça, il y a aussi plein de belles choses. On sent que le monde, nous, on le perçoit beaucoup quand les gens connaissent un peu notre parcours, par les questions qu'ils posent. En fait, on raconte très peu de choses. C'est souvent les gens qui se livrent énormément à nous et on voit leur soif, leur questionnement, le désir de remettre du sens dans les choses. On sent que c'est vraiment, ça bat son plein, ça appartient à l'humanité, quoi. Il y a vraiment, quel que soit, on n'a pas besoin d'être catho pour avoir besoin d'avoir du sens dans son travail. Et que c'est une vraie soif. Et du coup, l'interrogation, nous, qu'on a et qu'on a envie de vous poser, donc on vous a partagé un peu ce sens premier et ce sens caché qui est le plus intéressant finalement, parce que le premier, je pense qu'il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais travail, il n'y a pas de bon ou mauvais domaine. Il y a surtout quel est l'objectif, le sens, pourquoi je le fais, qui ça fait grandir à la fin. Est-ce que ça fait juste grandir le capital de l'entreprise qui voudra toujours plus d'argent? Est-ce que ça aussi fait grandir des hommes dans cette expérience? C'est très bien de faire accroître une entreprise, il n'y a aucun problème. En revanche, si ça a été au détriment de l'humain, c'est peut-être là qu'il y a un problème. Et du coup, on se disait, la vraie question, c'est qu'est-ce que je veux faire finalement de ma vie? Est-ce que je veux réussir dans la vie ou est-ce que je veux réussir ma vie? Il y a une petite différence, elle est subtile. Parfois, c'est les mêmes activités, mais ce n'est pas la même façon de le vivre. Donc là, on est encore au niveau du cœur, on n'est pas forcément au niveau du fer, hein. C'est ce que je vous disais, dans le canapé, on peut changer notre vie, quoi. On n'a pas besoin de partir à l'autre bout du monde.
Mais vraiment, peut-être ouais, de se poser vraiment cette question. Et j'avais envie de vous inviter, je crois qu'on a un temps de prière après, mais de vous poser cette question, vous à vous-même, quitte à prendre une résolution concrète juste pour la semaine à venir, parce que je crois que mardi prochain, vous avez déjà autre chose, mais juste une toute petite résolution en disant, mais tiens, qu'est-ce qui aujourd'hui, une petite chose que je peux toucher, et ou au contraire, une question, mais elle prend du temps, donc je pense que ce n'est pas en une soirée qu'on y répond, mais voilà, comment réussir ma vie? Qu'est-ce qui ferait que j'aurais réussi ma vie et que j'aurais pas réussi dans la vie par rapport à des schémas que l'extérieur me donne de consommation, de niveau social, de plein d'indicateurs qui nous habitent, hein, on en est tous imprégnés. Mais qu'est-ce qui fait que je réussis ma vie? Voilà les questions que j'ai. Soit vous avez des questions, on enchaîne direct. On passe aux questions, ouais. C'est moi dans la réflexion du sens de son travail et tout. Et comment vous avez pour tous vos proches, parce que là vous êtes parti avec votre mari, avec vos enfants, et tout ce qui est proche, amis, cousins, parents, comment vous avez pour les lâcher pendant 2 ans? C'est vrai qu'on les a. Alors on les a pas lâchés. Déjà on a été hyper surpris du nombre de visites qu'on a eues et qui nous a vraiment fait tenir. Alors je pense qu'en plus de ça, on est avec un noyau très fort, hein, qui est le couple et nos enfants. Donc déjà, il y a un équilibre familial qui est fort. On est parti avec le disque dur, en fait. Hein, donc, du coup, voilà. Après, c'est sûr, c'est un renoncement. On était déjà parti à l'étranger, donc on savait que c'était possible, que c'était faisable. Et après... en fait, ils étaient aussi assez favorables, quoi. Ils nous voyaient partir là-dedans. Ils ont dit, ah ça y est, vous le faites, quoi. Et ça les a pas surpris du tout. Et puis on a tenu un blog, on avait des WhatsApp et tout ça, on restait en lien. Mais c'est vrai que c'est une vraie question, surtout pour ceux qui partent, soit célib ou jeunes pros et tout ça. Et en même temps, ce type d'expérience, il y a quelque chose d'incroyable parce que en fait, c'est une expérience révélatrice, dans le sens où on se défait de tout ce qui est les représentations sociales, où on est quelqu'un parce que finalement en disant on a un coup de mou, je sais pas quoi, oui, mais en fait les gens ont toujours une idée de nous. Et du coup, on est riche un petit peu de notre passé, en fait. Ou au contraire, parfois, on est un peu enfermé dans l'image qu'on nous donne parce qu'on ne nous a pas laissé prendre telle ou telle dimension. Et dans une expérience comme ça, de partir à l'étranger, et encore plus dans un principe de mission, d'aller au contact et tout ça, c'est aussi un temps de révélation. Qui dit révélation dit aussi un peu crise, hein, c'est-à-dire difficulté et tout ça. Hein. Mais dans lequel, en fait, on est comme un buvard et on se dit, mais en fait, là, finalement, qui suis-je là maintenant? Il y a un peu cette question-là aussi qui se pose. Voilà, les gens ne diront pas, ouais, mais lui, ah là là, mais tu réussis toujours. Et du coup, finalement, on est aussi un peu porté par le regard des proches qui nous aident dans les moments difficiles, ou au contraire, parfois un peu enfermés, parce qu'on a toujours le grand frère, ou au contraire, je ne sais pas quoi, qui lui assure, et du coup, on est un petit peu en mode comme ça. Et là, en fait, il va falloir sortir de nous-mêmes aussi. Donc, c'est une expérience, moi, je vois, alors... on est parti, en fait, il y avait très très peu de familles. C'était surtout des jeunes, soit de vos âges, ou fin d'études, ou jeunes pros, qui sont partis comme ça en mission de bambou pendant 1 an. Et en général, eux, c'est ce qui les a complètement changés. En fait, dans le week-end de retour, ils disaient, mais en fait, on ouvre une parenthèse, mais on la referme jamais. On pensait que c'était juste une parenthèse dans notre vie, mais en fait, c'est venu nous transformer de l'intérieur vraiment aussi, et du coup nous révéler. Donc, est-ce que vous avez existé avec d'autres missions? On avait repéré 3 trucs. Déjà, en famille, on est très... je veux dire, il y a très, très, très peu de missions. Et on comprend pourquoi, hein, qui partent en famille. Nos enfants étaient d'un âge un peu élevé. On avait essayé Fidesco, par exemple. Mais eux, après, quand on a un enfant en 6e, ils ne prennent plus. Et je comprends pourquoi. Ils ont des missions qui sont très loin d'écoles, on va dire, standards, qui font que l'enfant... C'est pas au détriment de notre famille, en aucun cas. Et même les fois, tu vois, dans les coups durs, des choses comme ça... on se disait, mais aimons-nous et le reste, on s'en fout, quoi. On est venu témoigner notre couple, de notre famille avant tout, et ce ne sera pas au détriment de ça. Donc ça, c'est hyper important. Notre mission première, on l'avait bien en tête. Et après, ta question, elle n'était pas tout à fait ça. Si, c'est ça. Il y avait Miséricordia International aussi qui nous avait beaucoup plu. On avait tenté vis-à-vis d'eux, et en fait, ils nous ont dit, c'est fou, on a de plus en plus de familles, on est en train de réfléchir à comment accueillir une famille pour proposer des conditions convenables. Revenez l'année prochaine, quoi. Donc, c'était pas possible. Et on avait le 3e, c'était EDM. En gros, en fait, quand Antoine a fait sa rupture conventionnelle, on s'était dit,
eh ben, on a 2 mois sur lequel on s'ouvre à la mission tout en continuant de travailler sur le projet. Ça se fait, c'est que la Providence nous y attend. Ça se fait pas, on n'en mourra pas, quoi. C'est pas un absolu dans la vie de partir en mission. Et en fait, en 15 jours, c'était fait. Et donc vous envisagez le fait de retrouver un boulot En rentrant? non, après les 2 mois, les 2 semaines de... Oui. 2 mois de... Oui, tout à fait. En fait, on était dans une logique de se dire, voilà, c'était une rupture professionnelle. C'est pas dans le fait de se dire, on part en mission. C'est juste que là, il y a une rupture avec la boîte parce que entre ce que la boîte lui demandait à l'instant T et qui il était, on n'était plus alignés. Et du coup, on préférait aller vers une rupture en se disant, ben voilà, c'est que ça faisait 13 ans qu'il était dans la boîte, voilà, très bien, on va vers un autre poste, il n'y a pas de problème, quoi. Et du coup, ça laissait un espace pour ce désir du cœur, lui laisser la possibilité de voir le jour, quoi. Voilà. Je veux dire, vous avez hésité entre d'autres pays ou vous avez fait directement en Cambodge, ce sera la bonne décision? Non, alors oui, effectivement, Enfants du Mékong, ils ont 7 pays. En fait, eux, ils ont très très peu de missions de famille. Donc, eux, pour tout vous dire, on s'est dit, on ne vient pas chercher à savoir ce qu'ils ont et si ça nous intéresse. Nous, on vient dire qui on est et on verra si ça match. Donc on a fait en mode candidature spontanée, on a fait un PowerPoint de notre famille, présentation, qui sont les enfants, qui on est, quels sont notre parcours, et professionnel, mais aussi d'engagement. Et finalement, eux, il se trouvait qu'ils avaient un besoin, il y avait une famille qui partait, ils avaient un besoin là tout de suite, et en fait la mission nous correspondait hyper bien. Quoi, hyper bien. Pas forcément toujours hyper bien, parce qu'on n'était pas complètement dans le domaine de compétences de nos métiers, mais en même temps, on était quand même assez bien vu pour nous, quoi. Et après, Cambodge, ça aurait pu être Philippines, mais on est hyper content que ce soit le Cambodge, quoi. Est-ce que c'est pas un peu fort comme de partir à l'autre bout du monde, Ouais. pour trouver du sens à sa vie? Alors, on n'est pas parti pour trouver du sens. On n'est pas parti pour trouver du sens non plus. On est parti parce qu'on avait un désir de surcroît d'amour, en fait. Tu vois, c'était plus de se dire, on est hyper bien dans ce qu'on fait, mais on sent comme un appel intérieur à donner plus, tu vois. Et donc, c'était justement pas du tout une démarche de je pars parce que je ne trouve pas ici. Et du coup, voilà. Pour tout te dire, tu vois, là, dans notre recherche de boulot, on n'arrivait pas à trouver. Et pour le coup, on se posait la question du Canada en se disant, bah là-bas, ils ont l'air d'embaucher vachement bien. Et on a discerné, on s'est dit, en fait, on est dans une fuite. On n'est pas dans la bonne dynamique. On a du mal à trouver en France. Et du coup, on pense Canada. Mais là, c'est pas le bon désir, tu vois. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais c'était vraiment pas l'idée, c'est pas de se dire je trouve pas ici, je trouverai ailleurs. Après, je pense que moi, il a fallu que je parte très loin pour comprendre des choses très simples, tu vois, parce que j'aime bien les projets, voilà, machin. Et là, tu vois, ça m'a donné à voir aussi que tout se fait dans quelque chose de très simple, dans du quotidien. Et c'est moi, voilà, c'est mon tempérament, c'est mon histoire, mais j'ai eu peut-être à partir loin pour comprendre des choses très très simples que beaucoup comprennent là maintenant. Hein. Et on n'a pas besoin de partir en mission pour comprendre des choses comme on a compris. Hein. Là, c'est pas un absolu du tout, quoi. C'était notre parcours, notre appel spécifique. Mais tout le monde n'y est pas appelé, et ça, c'est sûr. Et voilà. Est-ce que vous y retournerez ou pas? Non, comme ça, là, vous referez une mission parce que... Non, franchement, on est hyper content de l'avoir fait, on ne regrette rien, ça a eu un sens fou. Mais c'est pas forcément un truc, tout comme la rénovation de maison, on l'a fait, je le refais plus, quoi. Tu vois. Donc c'est pas plus, c'est pas moins. On se sent pas. Il y a des couples qui se sentent appelés comme ça à partir, tout comme on revient dans nos boulots qui étaient avant. Il n'y a pas du tout de rupture avec qui on était aussi avant. Je pense qu'on a été transformés au cœur et que du coup notre travail et les choses qu'on fait, on les fait pas de la même façon. Mais c'est les mêmes choses, tu vois. C'est plus ça que c'est venu travailler. Peut-être un peu bête, mais est-ce qu'on peut dire qu'être épanoui au travail, c'est vraiment se donner davantage dans ce qu'on fait, quoi? Ouais. Épanoui, en fait, pour moi, en fait, être épanoui, c'est être aussi à sa place. Mais faudrait pas, quoi. Pour moi, c'est quand on est dans une dynamique de don. Y a un point d'alerte, mais alors c'est pas ce que tu dis toi, c'est le côté, on est dans la culture du développement personnel. Et si c'est me connaître, et être toujours plus avec moi, il y a quelque chose qui ne m'amènera jamais au bonheur. Parce que dans le fond, c'est pour être donné aux autres. Après, on peut avoir un métier d'expert, de recherche hyper centré,
Mais en fait, dans le fond, c'est pas une recherche juste pour moi. Il peut y avoir mon plaisir intellectuel qui est top et c'est ma faculté, c'est ce qui m'est donné. Mais si je le fais juste pour moi, c'est pas quelque chose qui va me conduire au bonheur. Je sais pas si je réponds un peu, mais la notion d'être épanoui au travail, c'est ce que je souhaite à tout le monde. En revanche, c'est pas juste épanoui pour moi avec mon ego. C'est parce qu'en fait, je suis juste en train de développer ma spécificité, je développe mon talent, je développe qui je suis, et qui fait qu'un autre pourrait pas le faire de cette façon-là. Tu vois ? Peut-être quelques remarques par rapport à ce que tu as dit. Alors, dans la même, déjà je vous donne une date, je crois le mardi 18 février, donc c'est dans un mois. Je ferai venir témoigner donc une autre personne, une jeune pro, certains la connaissent, s'appelle Laetitia, elle est orthophoniste. Et elle est partie un peu moins loin, elle est partie à Procida, c'est une île vers Naples, donc sur large de Naples, c'est l'Italie, c'est l'Europe. Mais c'est une île d'une misère extrême. Il y a des familles italiennes qui vivent, c'est le quart monde. Et donc là, ça sera intéressant pour vous aussi parce que il y a une dynamique, voilà, quelqu'un qui est parti, mais on va dire à l'âge de transition, étudiant, jeune pro. Donc intéressant de voir ce qu'elle a cherché, ce que ça lui a apporté, ce qu'elle ramène. Je pense que ça sera assez complémentaire. Donc déjà retenez ces dates-là. Ça vous donne une idée, elle est partie, elle, avec les points cœur. Donc c'est en plus, ça rejoindra ton témoignage, parce que dans le genre, là on n'est pas du tout dans l'efficacité. Les points cœur, ils font rien, enfin, sauf une présence humaine. Elle présentera ce qu'elle fait. Il n'y a pas de projet forcément éducatif, on ne construit pas d'école. Vous verrez, c'est intéressant, pour ça je l'invite. Et puis, ce qu'elle a vécu, on peut le vivre en France. Des coins de misère noire, Carmonde, il y en a dans toutes les grandes villes. Voilà. Il y a besoin de partir bien loin pour aussi se donner. Et comme tu dis, il n'y a pas forcément besoin d'aller forcément vers les pauvres ou de quitter son pays pour découvrir le sens au travail, même si des fois... Moi, ce qui me semble intéressant, c'est que en fait, on vit dans une société où on ne se rend pas trop compte, mais il y a tellement de critères extérieurs de réussite sociale. En gros, on est à peu près tous du même milieu, plus ou moins. Voilà, à Bordeaux, typiquement, si tu as réussi, c'est qu'à partir de 50 ans, tu as pu acheter une maison au Cap, ou à rigueur au Pilat, tu choisis ton côté, la maison secondaire, ou dans le Périgord, si tu aimes chasser, dans les Landes, si tu aimes chasser. Il y a des critères comme ça de réussite. On a une maison secondaire, on a à peu près un boulot qui nous plaît. C'est pas mal en soi, je veux dire, j'ai rien contre. Je suis très heureux d'être invité dans la maison secondaire. Mais il ne faut pas être dupe. On a à la fois un pays où on a très riche héritage, on a des moyens, des possibilités d'avoir des choses, voilà, mais il ne faut pas être dupe des critères extérieurs de ce qui ressemble à la réussite sociale, dans des cases qu'il faudrait cocher. Et le fait de partir permet finalement de revenir au noyau, au cœur. Et la question que je crois que c'est très juste, ce que vous cherchez, c'est à la fois de retrouver une espèce d'unité de vie. Posez-vous la question de l'unité de vie. Ceux qui ont été scouts, c'est un truc banal, mais c'est la vraie question. Voilà. Le pourquoi, évidemment, mais le pourquoi, on le sait, nous, quand on est chrétiens. Le pourquoi, il nous est donné. Le pourquoi, c'est quoi ? C'est d'aimer Dieu, son prochain. C'est ça le pourquoi de notre vie. On a la direction. Mais comment on va le vivre ? C'est le comment. Par quel type d'activité ? Quel type de vie familiale ? L'avantage de partir, ça vous a aidé, je pense, à vous dire comment on va articuler travail, vie familiale, la place des enfants, l'éducation, qu'est-ce qu'on leur donne, vie conjugale, parce que c'est pas pareil que la vie familiale, c'est le couple, les relations avec les amis, les relations avec les choses extérieures, l'image qu'on donne, comment on unifie tout ça ? Je crois que c'est la vraie question que vous devez vous poser, c'est comment je fais l'unité de ce que j'ai reçu, de ce que je veux être, est-ce que mes aspirations sont légitimes, est-ce qu'elles sont profondes, des types d'activités, et puis comment dans cette activité, il n'y a pas de sous-métier, ce que tu disais. Après, il y a des métiers, pas beaucoup, mais globalement, il n'y a pas de sous-métier dans nos pays. Mais comment je le fais, voilà. Est-ce que je me donne, est-ce que je fais profiter mes talents, est-ce que j'ai une activité qui est au service de l'humain, des hommes, voilà. Et puis comment ça s'équilibre avec la question que vous posez, si c'est au détriment de votre couple, votre vie spirituelle, il y a un problème de sens, un problème de comment il ne marche pas. Vous voyez, ça c'est des indicateurs. Si vous n'arrivez pas à voir vos enfants, si vous n'arrivez pas à passer du temps de qualité avec votre conjoint, si vous n'avez pas à prier, si vous avez l'impression de ne pas avoir de temps pour vous, voyez, c'est tout un tas de signaux qui vont vous dire qu'il va falloir rééquilibrer. Je vous garantis, c'est pas facile. C'est pas facile, je confirme, c'est pas facile. Et c'est là le défi finalement. Alors partir au loin, ça permet de voir l'essentiel,
Mais voilà, l'avantage de ces conférences, on n'est pas obligé de partir loin. Enfin, pas tous la chance de partir un an, ou de faire une césure, ou de partir en mission. Mais garder ces indicateurs. Vous voyez, voilà, là, c'est comme dans le porte-monnaie, enfin, il y a des principes de hiérarchie. Priorité. Priorité famille. Quand je suis marié, c'est priorité mon conjoint. Les enfants, évidemment, priorité à Dieu. Enfin, c'est pas en concurrence. Priorité à Dieu, mon conjoint, les enfants. Ensuite, le travail, les relations familiales. On priorise. Voilà. C'est pas évident, parce que vous verrez, les mecs, par exemple, on va très vite se mettre dans le travail. On gravit les échelons, c'est intéressant. Voilà, on gratte un peu, on rentre 19h, 19h30, 20h. Ah ben les enfants sont déjà couchés, vous les voyez jamais. Voilà. Je caricature, mais par exemple, quand vous êtes mère, c'est pas évident. Priorité les enfants. Le mari sans délaisser, le couple est bas de laine. Enfin, vous voyez, ça, voilà. Il me semble que c'est l'unité. Voilà. Alors, je vends la mèche, c'est à peu près à la fin de sa vie qu'on arrive à peu près à se faire ça. Et ça veut dire qu'il faut tendre vers ça. J'ai une remarque sur la fin de sa vie, justement. J'étais frappé par l'expression que vous avez employée tout à l'heure, réussir dans la vie, réussir sa vie. Il se trouve que Bernard Tapie, qui fut chanteur, homme d'affaires, président du plus prestigieux club de football que la France ait jamais connu, l'Olympique de Marseille, est atteint d'un cancer, il est gravement malade. Et dans une interview à la télévision hier, il a dit, voilà, je me rends compte avec la vie aventureuse que j'ai menée, que je cherchais à réussir dans la vie, à m'imposer et à donner une image de moi conquérante aux autres. Et je me rends compte avec la maladie qu'en réalité, ce qui compte, c'est de réussir sa vie. Et il en parlait avec beaucoup d'émotion, comme s'il y avait j'ai bien aimé la notion de crise, on est un peu en crise. Et donc, la distinction entre réussir dans la vie et réussir sa vie, ce serait de pouvoir se détacher de manière juste de ce qui est secondaire, de ce qui n'est pas soi, de ce qui n'est pas authentique, pour qu'on puisse être soi-même et donner soi-même aux autres. Et il me semble que là, on rejoint la définition antique du bonheur. Chez les philosophes grecs, le bonheur, ce n'est pas un sentiment, mais c'est le plein déploiement de toutes nos capacités. Pas pour soi, mais pour le bien commun. Donc voilà. Je crois que ça rejoint ce que vous avez vécu, je pense, de découvrir que c'est en se donnant et puis à la fois et cet échange aussi. Mais pour gagner cette liberté intérieure dont vous parlez, ça passe aussi par des exercices un peu de dépossession. Et c'est là où aussi, nous, ça a été notre chance de partir aussi, parce que tout d'un coup, en fait, on s'extrait aussi de référentiels qui, en fait, sont les nôtres, et qui, tout d'un coup, confrontés à quelque chose d'autre... Et toujours sur fond de crise, parce que ça fait peur. Oui. L'inconnu, sans cette sécurité que je crois posséder dans telle chose, est-ce que je vais survivre? Est-ce que je vais y arriver? Alors vous avez des pistes, sans aller très loin, mais vous allez au bout des quais, là, vers l'hangar 14, l'ancien 14, c'est quoi le biais des magasins, là? C'est la maison de Marie, par exemple. Vous avez un lieu où on accueille des gens de la rue. Et vous pouvez aller là simplement et chercher des repas, faire un service régulier, rencontrer des gens qui en ont bavé. C'est pas loin, mais ça nous met face à des situations où on n'est pas à l'aise. Et tout d'un coup, on rentre en zone un peu d'insécurité, on ne sait pas comment on ne parle pas leur langue. Voilà. Et ça, c'est des petites expériences qui peuvent nous aider à réajuster les choses. Enfin, toi, tu connais, visiblement. Oui, il y a des maraudes. Tu as rendu service, voilà. Il y a des maraudes. Donc, Mission, on a lancé des maraudes. Alors, vous êtes bien au courant, je l'ai mis sur Facebook, ça a commencé lundi dernier. Donc, la prochaine est lundi prochain. Donc, il y a un petit groupe, c'est lancé par un étudiant et une étudiante, Marine, entre autres. Ils étaient plus de 15 la semaine dernière. Donc rendez-vous à 19h30 devant l'église. Il y a 1h30 de maraude. Il suffit d'y aller avec une bouilloire remplie d'eau. Il y a un groupe sur Facebook. Vous allez sur la page Mission. Et puis vous sélectionnez le groupe. Ça s'appelle le groupe Maraude Mission Frassati. Voilà. Sinon vous débarquez le lundi prochain, 19h30. Il y a un groupe d'étudiants. Et puis je vous paye un coup à boire au retour. Parce que je suis sympa. Je ne sais pas s'il y a à bras ouverts, des choses comme ça. Si, à bras ouverts. Parce que ça, le service aux handicapés, nous on avait fait ça avec Antoine. On est face à nous-mêmes, on ne peut pas ne pas être authentique aussi. Donc ça, c'est des expériences aussi très fortes, juste le temps d'un week-end, mais qui peuvent aussi pour vous vous faire tomber un peu des écailles. Et en fait, vous recevez bien plus que ce que vous avez donné. À BO, donc le principe, c'est qu'on permet à des enfants, il y a des familles, donc on prend des enfants handicapés, les emmener en week-end. Enfin, c'est animateur. Donc, vous permettez aux enfants de quitter
leur maison, de prendre un week-end. Ouais, c'est ludique. Enfin, chaque animateur a une personne handicapée et donc il y a un binôme qui s'installe. Et alors c'est extrêmement simple. On va faire les courses ensemble, mais du coup tout d'un coup, en fait, on est en posture du gyrophare sur la figure où tout le monde vous regarde comme ça. Pourquoi? Parce que vous avez juste une personne handicapée à côté de vous. Du coup, en fait, il y a plein de... Ça a beau être très simple, c'est aussi... Alors on peut vivre des dépaysements sans Exactement. aller très loin. Donc songez-y. On peut le faire à l'âge étudiant. On peut le faire aussi quand en couple. On peut avoir une activité qui... Ça dépend du type de métier qu'on a. Hein. Il y a des métiers qui rabotent. Hein. Mais il y a peut-être des professions où c'est bien aussi d'avoir... Il ne faut pas entrer dans le ronron. Il y a plusieurs possibilités. Ouais.